Super. Écoutez, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce webinaire ayant pour sujet donc la bientraitance en EHPAD. Donc au sujet de ce webinaire, plusieurs points. Tout d'abord, on fera un tour de table ensemble. Donc nous sommes aujourd'hui accompagnés de Monsieur Billet et de plusieurs personnes de l'EHPAD de la maison Saint-Joseph, Madame Algan et une psychologue ainsi que sa stagiaire. Dans un second temps, définition d'enjeux, donc un petit peu sur la globalité, la théorie de la bientraitance, les enjeux derrière cette thématique clé pour les établissements médico-sociaux. Ensuite, nous passerons sur un retour d'expérience terrain, donc ce qui se passe concrètement dans un établissement de santé. Ensuite, je parlerai de l'approche de Simango, l'approche numérique, comment est-ce qu'on peut aider les établissements médico-sociaux à améliorer les bonnes pratiques de la bientraitance. Et enfin, nous terminerons par un moment de questions et de réponses. Donc, il ne faudra pas hésiter dans le chat à nous poser toutes les questions que vous avez. On se prendra un temps à la fin pour y répondre. Sans plus tarder, comme convenu, je vous laisse chacun votre tour vous présenter. Monsieur Billet, je vous laisse la main. Alors, bonjour, Michel Billet. Je suis sociologue et comme sociologue, depuis des années maintenant, je travaille essentiellement sur les sujets relatifs au handicap, à la vieillesse, aux transformations familiales. Et quand je dis au handicap, j'aimerais nous inviter à écrire handicap au pluriel, parce que les situations de handicap varient énormément en fonction de facteurs multiples, mais nous le savons les uns et les autres, évidemment. Et puis, je me suis pris à mon propre piège. Je viens de dire que je travaillais sur la vieillesse, mais il faudrait écrire vieillesse au pluriel également, parce que nos vieillesses diffèrent, que nous soyons hommes, femmes, riches ou pauvres, elles varient également en fonction des contextes dans lesquels nous vivons, contexte d'habitat, contexte urbain, contexte rural, bref, on imagine bien tout ça. Et puis, troisième sujet, si je puis dire, transformation de nos structures familiales, parce que lorsque handicap ou vieillesse pose problème, c'est toujours dans le contexte familial que le problème émerge, c'est là qu'il apparaît, c'est là qu'il est traité, maltraité, bien traité, accueilli, bref, c'est là que ça se passe. Il est donc très important sans doute de regarder ces transformations de nos structures familiales qui modifient la manière dont nous regardons vieillir les uns et les autres. Voilà pour une présentation déjà un peu trop longue, sans doute. Monsieur Billet, je vous remercie. Madame Algan, je vous laisse la main. Alors, du coup, je m'appelle Angélique Algan, je suis infirmière coordinatrice à la maison de retraite Saint-Joseph à Jarzé. Notre établissement, on accueille 82 résidents âgés de 70 à 103 ans. D'accord. Voilà, donc au quotidien, voilà, il y a une équipe d'aides-soignantes, d'infirmières, ASH, voilà, psy, qualiticienne, animatrice, ergo, enfin voilà, il y a plusieurs professionnels qui interviennent au quotidien pour le bien-être de nos résidents. Très bien, je vous remercie. Et de mon côté, donc Valentin Lebras, moi je suis conseiller en formation chez Simango et je suis vraiment sur justement ce secteur du médico-social. J'interviens principalement pour conseiller les EHPAD dans le choix de leur formation, les formations des équipes soignantes, mais pas que. Alors. Excusez-moi, un peu rapide. Donc le fil rouge, qui va vraiment guider notre échange. Le but, ça va être de comprendre concrètement ce qu'est la bientraitance, quand on parle
cette thématique. Donc, on va vraiment poser le cadre avec Monsieur Billet. Nous allons ensuite essayer de comprendre comment est-ce qu'on vit la bientraitance au quotidien en EHPAD avec Madame Algan. Et enfin, comment est-ce qu'on transforme l'essai, comment est-ce qu'on réussit à faire vivre la bientraitance au quotidien auprès de ses résidents, eh bien, en mettant en place des actions de formation, par exemple. Alors, Monsieur Billet, donc justement, je rebondis sur cette première partie. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de bientraitance? On a pris une phrase d'une de vos interventions en 2017 pour la citer. La bientraitance, c'est cette manière d'ajuster le geste technique à la singularité de la personne. Est-ce que vous pourriez un peu nous en dire plus, nous expliquer ce que vous entendez par cette phrase? Alors, je vais essayer de développer, d'expliquer un petit peu. D'abord, peut-être presque une précaution, mais il me semble que c'est essentiel. Je suis bien convaincu que les personnes qui viennent aujourd'hui se connecter pour essayer de partager les propos que nous allons tenir, ces personnes, elles ne nous ont pas attendus pour réfléchir à toutes ces questions. Par conséquent, je voudrais essayer de ne pas venir donner des leçons, mais essayer de partager une réflexion, des réflexions autour de tout cela. Pour commencer à définir la bientraitance, permettez-moi de procéder à une petite citation, une citation d'un texte de l'ANESM. Chacun se souvient qu'il s'agit de l'Agence nationale de l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, bref, qui nous disait en 2008, alors ça date, ça va faire 20 ans bientôt, mais finalement c'est toujours d'actualité, je crois, qui nous disait la proximité des deux concepts, bientraitance et maltraitance, signale une profonde résonance entre les deux. Utiliser le terme de bientraitance oblige en effet les professionnels à garder la mémoire, la trace de la maltraitance. Ah, et un tout petit peu plus loin dans le texte, l'ANESM ajoutait ainsi la bientraitance, démarche volontariste, situe les intentions et les actes professionnels dans un horizon d'amélioration continue des pratiques tout en conservant une empreinte de vigilance incontournable. La bientraitance est donc à la fois démarche positive et mémoire du risque. Et on va, si vous voulez bien, essayer de garder en tête ces deux dimensions. Démarche positive, mémoire du risque. Oui, il ne suffit pas de décréter la bientraitance pour que la maltraitance soit éliminée. Permettez-moi une petite anecdote. Je me souviens un jour où, à la demande de l'Agence régionale de santé, je faisais une intervention sur ce sujet. Dans l'assistance, une directrice d'EHPAD lève la main au bout d'un petit moment et elle dit « Mais ça m'énerve de vous écouter comme ça parce que vous ne vous rendez pas compte, mais moi, dans l'établissement que je dirige, la maltraitance, ça n'existe pas. » Alors je lui dis « Écoutez, madame, je ne peux que m'en réjouir, mais comment pourriez-vous en être sûre ?» Et elle me répond « Mais c'est très simple, c'est interdit. » Ah, voilà. Oui, j'espère que la maltraitance est interdite. Malheureusement, il ne suffit pas de l'interdire pour être sûr qu'elle ne soit jamais là. Voilà. Donc là, nous sommes exactement dans cette perspective de mémoire du risque. Le risque de maltraitance existe toujours. Et on va souvent essayer, pour lutter contre la maltraitance, on va mettre en œuvre ce qu'il est convenu d'appeler une démarche qualité. Oui, je me réjouis de voir partout se développer des démarches qualité. Attention, il ne suffit pas de cocher les cases de la démarche qualité
pour évacuer la maltraitance, il ne faudrait pas que la démarche qualité prenne le pas sur la qualité de la démarche. Et c'est la qualité de la démarche qui nous intéresse le plus, évidemment, bientraitance. Alors, au fond, il me semble que si nous voulons lancer véritablement une réflexion sur la bientraitance, je crois que la première des choses à faire, c'est de faire attention au langage que nous employons, de faire attention à notre manière de parler. Ça peut paraître drôle, mais ne perdons jamais de vue que parler, cela nous fait penser. Les mots que nous utilisons induisent des manières de penser et dans le meilleur des cas, cette pensée précède l'action. Autrement dit, la manière dont nous parlons nous fait penser et nous fait agir. Je vais me permettre de prendre quelques petits exemples. Évidemment, vous ne vous situerez pas vis-à-vis de moi de la même manière le jour où j'entrerai en EHPAD si vous regardez mon entrée en EHPAD comme un placement ou comme un accueil. Voilà. Demain, j'entrerai en EHPAD, eh bien, je vous demande de m'accueillir et j'espère qu'on ne me placera pas. Parce que c'est un objet que l'on place ou que l'on déplace. En revanche, c'est une personne que l'on accueille. Et donc, vous ne vous situerez pas, vous ne m'accueillerez pas, vous ne me parlerez pas, vous ne me tendrez pas la main de la même manière si on me place et si vous m'accueillez. Placement, accueil, non, évidemment, ce n'est pas la même chose. Eh bien, vous ne regardez pas les personnes qui sont accueillies dans votre établissement de la même manière. Si vous les regardez comme des pensionnaires et si vous les regardez comme des résidents et pourquoi pas comme des habitants. D'accord ou presque comme des habitants, parce que est-ce que ce sont vraiment des habitants? C'est une question tellement difficile, délicate, que je n'oserais même pas essayer d'y répondre. Et pourtant, on voit bien qu'il y a là des choses complexes qui vont venir définir une certaine manière de s'adresser à eux. C'est vrai déjà au domicile. Partout, on a développé des services de maintien à domicile. De maintien, allons. Mais comment ça se fait? Vous allez venir me maintenir au moment où j'attends de vous que vous veniez me soutenir à domicile. Vous allez me soutenir dans l'effort que je fais pour me maintenir. Mais ce n'est pas vous qui me maintenez. D'accord? Je me maintiens parce que vous me soutenez. Eh bien, demain, j'irai bien parce que vous m'accueillez, mais certainement pas parce que je serai placé. La bientraitance, elle commence exactement avec les mots que l'on va utiliser. Encore un exemple, si vous le permettez, qui rejoint la définition que je donnais de la bientraitance et que Valentin rappelait tout à l'heure. La bientraitance, c'est cette manière d'ajuster les gestes techniques à la singularité de la personne. Partout, ou presque partout, dans les établissements, on nous a demandé, les autorités de tarification et de contrôle nous ont demandé de mettre en œuvre un projet individualisé. Ah, individualisé? Comment ça se fait qu'on parle comme ça? Mais non, pas individualisé. Qu'est-ce que c'est un projet individualisé? C'est le même pour tout le monde, mais on va l'individualiser. D'accord? On m'a fait le coup quand je suis arrivé au service militaire. Le projet individualisé, ça s'appelle un uniforme. On donne le même à tout le monde, mais on va l'individualiser parce qu'on va évidemment raccourcir ou allonger le bout des manches et le bas du pantalon.
Voilà, ça y est, on a individualisé l'uniforme. Eh bien non, dans un EHPAD, aujourd'hui, on n'individualise pas le projet. Je suis convaincu que l'on essaie de faire beaucoup mieux, que le projet, il est non pas individualisé, mais personnalisé déjà, parce que l'individu est reconnu comme une personne, et même, on va aller au-delà. Non pas un projet personnalisé, un projet personnel. Voilà. Et c'est pas par hasard si l'infirmière coordonnatrice et la psychologue de la Maison Saint-Joseph sont là ensemble pour écouter ce qui fait l'histoire de la vie de la personne, ce qui l'amène ici, et c'est cette histoire que vous allez prendre en considération et qui vous permettra d'inventer avec la personne que vous accueillez le projet personnel, unique, singulier, dont elle a évidemment besoin pour continuer à vivre jusqu'à la fin de sa vie. Il me semble que là, merci, excusez-moi, je vous remercie de cette entrée en matière assez théorique sur la bientraitance et toutes les choses que vous avez ajoutées de façon très intéressante, hein, le point de vue projet d'accompagnement individualisé, finalement c'est le côté verbal et non verbal de ce qu'on va mettre en place au quotidien qui va impacter fortement cette démarche qualité où la bientraitance est finalement le fondement, si j'ai bien compris, hein, de cette démarche qualité et celle qui va vraiment avoir un fil rouge tout au long de celle-ci. Si vous le voulez bien maintenant. Je peux me permettre d'ajouter encore un tout petit truc? Allez-y, monsieur Billet. Je parle volontiers de culture de la bientraitance. Développer une culture, c'est forcément faire référence à une langue, à un langage. Voilà. Donc, comment nous adressons-nous aux personnes qui sont accueillies dans l'établissement, que nous accompagnons dans cette vie quotidienne, que nous soignons, etc. Et par exemple, eh bien, on va essayer ensemble de combattre la notion de prise en charge. Non, les vieux ne sont pas une charge. Voilà. Si nous les prenons en charge, nous les désignons comme une charge. Non, les vieux ne sont pas une charge, ils sont une chance. Une chance pour nous qui les côtoyons, une chance parce que la vieillesse, c'est la chance que j'ai de vivre encore. Merci pour ces quelques mots qui sont pleins de positivité. Je vais également avoir le point de vue, je pense, concret aussi hein, du terrain, donc Madame Algan et de ses collègues. Là, on a un petit nuage de points avec quelques mots qui, je pense, font écho chez bon nombre d'EHPAD, mais pas que. Donc la réalité du terrain, en général, c'est voilà, surcharge, manque de temps, les urgences, le stress, j'en passe, et des meilleurs. Donc comment, dans cette réalité aujourd'hui hein, qui est complexe, est-ce qu'on peut garder hein, en tête cette notion de bientraitance et toujours l'avoir un petit peu dans un coin de sa tête et donc conserver, maintenir cette notion de démarche qualité au sein d'un établissement, Madame Algan? Alors, du coup, alors là, je vois effectivement rythme imposé, surcharge, manque de temps, turnover. Alors, enfin, pour moi, en fait, mon point de vue, ça part déjà la bientraitance des résidents. En fait, on va déjà bien traiter les équipes et les soignants. En fait, ça passe d'abord par là. Si, alors après, c'est mon point de vue, hein, mais si les équipes, voilà, sont écoutées, sont soutenues, eh bien, effectivement, en fait, elles travaillent dans de bonnes conditions et en fait, c'est ce qui permet après de bien accompagner, de proposer des accompagnements de qualité pour les résidents. Donc, j'essaye au quotidien voilà, d'être présente, hein, même avec Émilie, avec l'ensemble des professionnels. On essaye vraiment d'être sur le terrain, d'être à l'écoute des équipes et vraiment voilà, de pallier voilà, au manque d'effectifs hein, qu'on peut rencontrer lors d'arrêt de travail. C'est vraiment, en fait, je trouve que c'est la base, en fait, voilà, de pallier à tout ça. Et puis aussi, je vais aussi parler de votre formation parce que, en fait, la formation Simango, alors nous, on avait proposé, en fait, il y a 2 ans, une
une formation bientraitance auprès des équipes qui a été réalisée là, par une psychologue extérieure de l'établissement. Et en fait, la formation Simango, là, ça permet de faire des rappels sur ce qu'elles ont vu là en formation. Et voilà, écoutez, vous faites lien avec ce que j'ai pu vous répondre. Et en fait, ça permet aussi de mettre en lumière en fait des pratiques qu'on a toujours en fait au sein de notre établissement. Et le fait de faire la formation, ça permet aussi de se remettre en question. Prendre de la hauteur sur de sortir un petit peu la tête du guidon et de se dire, tiens, en fait, on fait toujours ci, on fait toujours ça. Donc si je comprends bien aussi ce que vous disiez en tout début de votre témoignage, c'est finalement pour avoir une bientraitance, vraiment bien traiter les résidents de façon parfaite, de façon parfaite, ça n'existe pas, mais d'une bonne façon au sein d'un établissement. Et ça passe d'abord par également une culture, une ambiance d'équipe, une ambiance de travail positive qui va ensuite enclencher cette démarche de bientraitance de façon beaucoup plus simplifiée, puisqu'on se sent accompagné et soutenu par sa direction, ça facilite cette démarche, c'est ça? C'est essentiel, oui. Monsieur Billet, vous êtes d'accord avec ça également? Évidemment, alors complètement d'accord, au point que certainement qu'une des clés du développement de cette culture de bientraitance, c'est d'essayer de faire vivre au sein d'une équipe, dans un établissement, d'essayer de faire vivre une réflexion sur la pratique, une réflexion au fond, ça s'appelle une réflexion éthique, hein, c'est-à-dire comment inventer le bien pour l'autre, hein, une réflexion éthique. Et il me semble qu'il ne faut pas oublier, dans ces instances de réflexion éthique ou d'analyse des pratiques professionnelles, il ne faut pas oublier deux choses. C'est très important de mettre en question toutes les difficultés que l'on peut avoir. Oui, bien sûr, je suis en difficulté, il faut que je puisse en parler. Oui, mais attention, nous ne sommes pas toujours en difficulté. Il y a même des EHPAD où on travaille bien, il y a même de belles équipes, il y a même des professionnels qui ont de la classe, qui ont des pratiques professionnelles remarquables, d'accord? Alors, une question que l'on n'ouvre presque jamais, mais quel dommage, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe bien? Parce que parfois, souvent, oui, ça se passe bien. Et si nous réfléchissons au contenu de ce qui se passe bien, alors nous pourrions le multiplier, le dupliquer, le reproduire. Et alors, voilà, nous inventons à ce moment-là de belles pratiques, de bonnes pratiques que nous allons pouvoir déployer à l'intérieur d'une équipe, d'un établissement. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe bien? Il me semble que ça, c'est extrêmement important d'ouvrir cette question. Cette question accompagne la démarche de bientraitance. Et justement, je me permets de rebondir sur votre témoignage. Ça se passe bien. Ça, c'est vraiment, quand ça se passe bien, c'est super. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de tomber dans une routine? C'est-à-dire que ça se passe tellement bien qu'on oublie potentiellement un petit peu les notions. On se dit que tout se passe très bien, on n'a pas de retour forcément négatif, l'ambiance est super. Il n'y a pas un risque un petit peu de retourner dans une routine et des habitudes qu'on prend et du coup de perdre cette notion un petit peu de bientraitance? Alors, oui, mais je ne suis pas trop inquiet parce que on a même des psychologues, d'accord? Et les psychologues accompagnent les équipes, pas uniquement les équipes, mais les psychologues ont entre autres pour fonction d'accompagner les équipes et par conséquent de pousser les équipes à une réflexion sur leurs pratiques. Hein. Et donc, donnons aux psychologues la possibilité, la place et la possibilité de travailler, et ces questions-là seront ouvertes. Oui.
J'en profite dans le chat si jamais vous avez des témoignages, des questions, des bonnes pratiques que vous mettez en place, des choses qui vous font vraiment gagner en efficacité, et vous voyez que la bientraitance au sein de l'établissement, ça fonctionne aujourd'hui de façon efficace. N'hésitez pas à donner ces tips. Vous êtes les bienvenus, et on parle justement, ça nous permettra en fin d'échange un petit peu de regarder tout ça et de répondre aux quelques questions qu'il pourrait y avoir. Du coup, je vais enchaîner avec on parle un petit peu de Simango, et principalement la nouvelle formation justement sur la bientraitance des résidents qui sort ce jour. Donc, pourquoi la simulation numérique? Donc, tout d'abord, nous, au sein de Simango, la simulation numérique, on y croit pour 3 choses. Ça va amener une expérience immersive, donc un côté très ludique auprès de l'apprenant. Ce dernier est vraiment acteur de sa formation pendant toute la durée de celle-ci. Sur ce scénario, on est sur un format chambre des erreurs. Donc, vous avez peut-être déjà fait des chambres des erreurs de façon physique. Là, c'est complètement digital. On va identifier des erreurs de bientraitance et de maltraitance, enfin, principalement maltraitance, donc trouver l'erreur et venir la corriger. On a également une agilité opérationnelle. On est sur des formats qui sont dits flash, c'est très court, ça dure une demi-heure en moyenne pour terminer la thématique, et donc c'est compatible avec les plannings des salariés, des agents, pour qu'ils puissent intégrer ce format dans leur temps de travail. On peut très bien l'utiliser aussi de façon simplifiée pour du format groupe, pour de la revue de compétences, et bien justement en transmission. Format flash, une demi-heure, ça s'y prête très bien. Et c'est accessible également de façon libre et limitée, donc on est vraiment sur une accessibilité totale, et ça permet d'avoir un socle de connaissances commun à tous, donc une culture commune sur cette thématique. Et enfin, une garantie qualité, puisque notre formation va permettre de répondre à un grand nombre de critères de l'évaluation qualité SSMS, et également de la traçabilité HAS, dans le sens où vous avez accès à une plateforme d'administration qui vous permet de suivre les scores de réussite des apprenants, récupérer les attestations de suivi de réussite nominatives, scorées, donc tout est clé en main. Donc la formation en tant que telle, on va revoir dans ce scénario plusieurs choses. Donc c'est une demi-heure, une heure de formation interactive. Tous les professionnels du médico-social, mais également du sanitaire peuvent s'y tester. Et donc 3 piliers vraiment sont revus: détection, action, conformité. Donc pourquoi c'est une erreur, comment je la corrige, et comment ensuite je remets tout ça en conformité. Les bénéfices derrière, bien sûr, donc apprendre par l'erreur dans un cadre sécurisé, comprendre les causes pour mieux les déjouer, et enfin on est sur un format ludique, donc qui va engager très simplement l'apprenant, et ça facilite l'ancrage des bonnes pratiques. Encore une fois, on est vraiment dans cette logique de simulation active, on n'est pas passif pendant cette formation. Et donc, quelques bénéfices, donc encore un myriade de points, mais voilà, avoir le droit à l'erreur, c'est le but de la formation, de la confiance en soi, en ses équipes, gagner en sérénité, en s'ouvrir en confiance finalement. Ça va me permettre d'enchaîner sur une question ouverte, mais est-ce que la formation n'a pas pour but de désamorcer un petit peu les situations tendues au sein des équipes et redonner justement confiance et envie de mettre en place les bonnes pratiques au sein d'un établissement? Madame Algand, Monsieur Billet, si vous avez une idée ou des réponses à apporter sur cette question. Oui. Oui, je vous en prie, madame, oui, allez-y. Alors, oui, effectivement. Alors là, nous, la plupart des professionnels ont réalisé en fait la formation, et puis ça permet de mettre en lumière en fait des pratiques qui existent depuis des années, et en fait là, les filles s'interrogent, les professionnels s'interrogent, ça permet de s'interroger sur leurs pratiques quotidiennes. Je ne sais plus si c'était ça la question. Et moi, je me permettrais d'ajouter que dans ce que vous mettez en valeur là, j'aime beaucoup l'idée de mettre en valeur le droit à l'erreur. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai remarqué que, à part moi, j'ai vu tout le monde fait des erreurs.
Moi, non, c'est impossible. Mais voilà, c'est Albert Camus qui disait « Personne ne fait jamais d'erreur sans se tromper ». Voilà. Oui, il nous arrive de nous tromper, mais il nous faut apprendre ou réapprendre à distinguer la responsabilité. Oui, je suis responsable de mes erreurs, mais pas forcément coupable. Distinguer responsabilité, culpabilité. Voilà. Et évidemment que on ne souhaite pas reproduire l'erreur, bien sûr, mais nous la reproduirons d'autant moins que nous ne nous en sentirons pas trop coupables, effectivement, mais responsables. Oui. Oui, tout à fait. Écoutez, on va du coup arriver un petit peu sur le moment de questions et de réponses. Pour conclure, à moins que vous souhaitiez ajouter peut-être d'autres éléments avant d'arriver sur ce temps de questions et d'échanges, Madame Algan ou Monsieur Billet. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Tout a été très bien. Dans ce cas, on va pouvoir passer dans ce cas à la question. Alors, on a une de Cindy. Comment passe-t-on de la bientraitance déclarative au réflexe quotidien en EHPAD? Moi, je dirais par le développement forcément progressif d'une culture à l'intérieur d'une équipe. Voilà. Donc, oui, des séquences de formation, oui, des réunions, oui, une lecture partagée, pourquoi pas un film, pourquoi pas, voilà. Et petit à petit, on va développer une culture et on pourra s'interpeller, se parler, échanger, analyser, et comme ça, on va progresser. Bien. Merci pour cette réponse, Monsieur Billet. Madame Alban, vous souhaitez ajouter des choses peut-être ou... Oui, non, mais je rejoins ce que dit Monsieur Billet. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on essaye de mettre en pratique au sein de la maison de retraite. Vraiment, voilà, des rencontres, des temps de formation qui peuvent être dédiés, voilà, à un sujet particulier s'il y a des questions ou autres. On fait de l'analyse de la pratique. Oui, l'analyse de la pratique. Et puis voilà, enfin, on essaye d'être au maximum sur le terrain. Je pense que c'est ce qui fait aussi la différence. Hein. Et puis voilà, vraiment, c'est le bien-être des équipes hein, qui, nous, on mise beaucoup là-dessus. Hein. Je vous remercie en tout cas à tous les deux pour cette réponse. On a encore 2 à 3 questions, je crois. La prochaine. Comment concrètement favorisez-vous l'ambiance positive? Ça, je crois que ça s'adresse surtout à Madame Algan ou même Monsieur. Alors nous, après, c'est vrai que nous, on est une petite maison de retraite, on va dire. Hein, c'est assez familial. C'est vrai que les équipes, il y a très très peu de turnover. Hein, c'est vrai qu'on travaille. Enfin voilà, les équipes sont là depuis des années. Donc elles se connaissent. C'est assez familial aussi. Donc je pense que c'est un point fort pour notre établissement. Après, voilà, c'est vrai que globalement, il y a quand même une bonne entente. Une bonne entente, et puis c'est ce que tu disais aussi par rapport à tout ce que l'on met en place aussi au quotidien, tant la présence, l'écoute, que ça soit voilà, de ta part que de la mienne, les temps d'analyse de la pratique aussi, où les équipes peuvent prendre le temps aussi de se poser pour échanger sur des situations un petit peu complexes ou simplement sur leur pratique. Voilà, ça favorise, c'est un ensemble qui favorise effectivement une ambiance qui est positive. On essaye, on fait en sorte. Malgré les contraintes du quotidien, vous vous imposez en fait concrètement un temps de réflexion sur ces pratiques pour vraiment avoir les améliorer au quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, je crois, aujourd'hui en établissement de santé. On n'attend pas d'être en difficulté ou d'avoir des situations complexes pour amorcer ces temps-là. C'est des temps qui, effectivement, qui sont réguliers. Très bien. Une autre question. On me fait signe. Dans votre EHPAD, quel ajustement simple a le plus boosté la bientraitance au quotidien? S'il y en a un ou plusieurs, bien sûr. Mais je dirais que c'est vraiment, alors pour ma part, c'est vraiment un ensemble.
ça démarre vraiment de l'accueil. On parlait de l'accueil et non pas du placement, là, tout à l'heure, comme vous disiez. Nous, on prend vraiment un temps pour accueillir et pour tout ce temps là d'admission. C'est vraiment un temps important où on partage aussi avec les équipes et ce qui permet vraiment de travailler. On travaille vraiment tous ensemble pour le bien-être du résident, pour que les résidents puissent avoir vraiment, puissent trouver un peu de nouveaux repères dans ce lieu de vie. Et ça démarre dès son accueil. Et tout au long, avec tout ce qu'on peut mettre en place, là, tout ce qu'on a évoqué. Mais En effet, le choix des mots, M. Billet, comme vous l'avez dit au tout début, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas un placement, c'est l'accueil d'une personne, d'un résident, d'une personne qu'il faut prendre pour compte. Et du coup, chaque personne a ses pathologies, son caractère et autres. Donc, il y a Son histoire. voilà, son histoire, exactement. Prendre en compte ces informations lorsqu'on accueille une personne pour que on le traite de la meilleure des façons tout au long de son séjour au sein de l'établissement. Écoutez, on va arriver sur la fin du coup du webinaire. Moi, je vous remercie à tous. Je vous remercie M. Billet, merci Mme Algan et tous ceux qui ont participé à ce webinaire sur le sujet de la bientraitance. Si jamais vous souhaitez bien évidemment savoir plus sur la nouvelle thématique de la bientraitance des résidents Simango, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur le lien qui est affiché à l'écran, avec plaisir pour vous faire une démo. Et de toute façon, ce webinaire sera en replay également pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu être présentes, donc il ne faudra pas hésiter à leur en faire part. Merci beaucoup et puis très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.